Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo, en fait une première vidéo pour le repêchage de 2023. Ça faisait un petit bout que j'avais pas fait de vidéo, puis là la saison de scouting elle a commencé avec le Linka Gretzky. Puis là les saisons même à travers l'Europe, il y en a certaines qui ont commencé. En Amérique du Nord, c'est dans quelques semaines. Donc je voulais vous présenter 15 joueurs à surveiller en vue du repêchage de 2023. C'est pas un top 15, c'est pas mes 15 dans ma liste que je vais vous présenter. C'est des joueurs un peu éparpillés. Oui, il va y avoir des joueurs à haut profil, mais il va y avoir des joueurs aussi un petit peu, peut-être un peu plus méconnus. C'est tellement un bon repêchage cette année que, bon, il y en a qui vont dire qu'on dit ça toutes les années, mais bref, cette année, je trouve que c'est un très bon repêchage, peut-être le meilleur depuis 2019. Donc, j'ai bien hâte de partager ça avec vous cette saison. Puis, ben, je voulais vraiment vous présenter ces 15 joueurs-là, vous aider peut-être à en apprendre un peu plus sur certains d'entre eux. Évidemment, il y en a qui sont déjà assez connus, donc Connor Bedard, Matvei Michkov, Adam Fantilli, entre autres. Et oui, on va parler de ces joueurs-là, mais on va parler d'autres joueurs aussi dans cette vidéo-là. Donc, ben, sans plus attendre, je vous présente les 15 joueurs, puis les 15 joueurs qui vont retenir mon attention cette année. Ouais, donc on commence, j'y vais en ordre alphabétique, puis je commence avec le défenseur Cameron Allen. Ça va être le seul défenseur de la vidéo. Pas parce qu'il n'y a pas d'autres bons défenseurs, juste que je pense qu'il y a une belle cuvée d'attaquants cette année. Surtout, mettons, dans les 10-15 premiers. Mais Allen, il se démarque bien, je trouve, dans ce groupe-là d'espoir cette année. Il a été vraiment bon l'an dernier avec le Storm de Guelph. Euh, Puis malgré son jeune âge, on le voyait très impliqué dans les trois zones. Il n'hésitait pas à jouer physique. Il amenait cette petite touche-là que je détestais pas. Euh, il était efficace avec la rondelle. Puis c'est un leader. Je pense que c'est un leader naturel. On l'a vu à la Coupe Linka Gretzky. C'est lui qui était le capitaine du Canada. Je pense que ça n'a pas été un choix difficile non plus pour les entraîneurs. Il a un style très complet sur 200 pieds. C'est pas nécessairement un gars qui est hyper offensif. C'est pas un gars qui est nécessairement un shutdown en défensive, mais il est tellement bon dans les trois zones que ça fait en sorte que peu importe l'équipe avec laquelle il va jouer, que ce soit avec le Storm, avec le Canada, il devient naturellement un pilier en défensive pour cette équipe-là. Euh, j'ai trouvé ses relances, ses passes très bonnes l'année dernière. Comme je disais un peu plus tôt, c'est sa capacité à garder la rondelle, à être efficace avec la rondelle, m'ont vraiment plu. C'était assez impressionnant pour un jeune défenseur. D'habitude, on dit que les défenseurs, ça prend un petit peu plus de temps à s'adapter. Mais il était très bon l'an dernier. Il a ajouté un petit peu d'attaque aussi. Ça a été bien, une belle saison dans l'ensemble. Coup de patin fluide, puis je pense que vraiment euh, mettons, on avait à le projeter là, en ce moment pour la Ligue nationale ou en fait, qu'est-ce qu'on pourrait voir de lui? Je pense que déjà, je le vois comme un bon défenseur de deuxième paire au prochain niveau. Puis on peut voir peut-être que ça va s'améliorer au fil des années, mais en ce moment, je trouve que c'est une belle projection pour lui. Donc, Cameron Allen, première de la vidéo, puis le seul défenseur. Le deuxième joueur, c'est Colby Barlow. Puis, ben évidemment, Colby Barlow, avec son gabarit, sa touche de marqueur, ben il devient un joueur assez attrayant. Puis c'est normal qu'il y ait un peu de traction derrière son nom. Écoute, il y a certaines personnes qui l'ont dans leur top 5, dans leur top 10. Moi, je trouve, en tout cas pour l'instant, le top 5, je trouve ça assez ambitieux. Top 10, on ne sait jamais. Tu sais, 6 pieds 1, 200 livres, 190 livres, près de 200 livres. Euh, c'est un joueur qui est difficile à déplacer devant le filet. Il aime ça le contact. Il joue pas, c'est pas un joueur mou. C'est pas un joueur qui est intimidé le long des bandes, un peu partout sur la patinoire. Donc, il joue un style un peu papier sablé. Puis évidemment, ben, si vous me connaissez, c'est mon mot fétiche. Donc, c'est un joueur qui me plaît bien. Euh, c'est sûr que sa qualité première, c'est son tir. Lancer sec, violent,
précis même, je dirais. Tu sais, il varie ses lancers, puis il les place à différents endroits. Pas peur des fois d'y aller avec le petit lancer entre les jambes, le five hole, comme on dit. Donc, je trouve qu'il varie bien ses attaques à ce niveau-là. Puis il est aussi capable de sortir quelques petites feintes. Tu sais, si on lui donne l'occasion d'être près du filet, peut sortir les gardiens un peu de leur jackstrap. Donc, vraiment un très bon joueur dans côté finition, côté marqueur de but. Mais c'est pas un mauvais passeur non plus. Moi, j'ai trouvé euh, il était capable d'alimenter ses coéquipiers, de les trouver, de les placer de faire des passes pour placer les coéquipiers en bonne position pour décocher des tirs ou tout simplement finir les jeux. Donc ça a été quelque chose d'intéressant pour lui du côté de Barlow, mais évidemment, c'est ça, c'est ce qui ressort le plus, son premier trait de jeu, si on veut, c'est vraiment ses habiletés de franc-tireur. En avantage numérique, il est à surveiller, mais tu sais, si vous l'avez vu à la Coupe Lincoln-Gretzky, il a été très bon en désavantage numérique aussi. Il avait un style, il était un peu plus énergique quand même. On l'a vu même avoir quelques échappées ou quelques bonnes occasions de marquer en désavantage numérique. Euh, donc ça a été intéressant pour lui. Je pense pas que c'est un joueur qui est hyper complet dans l'ensemble. C'est pas un gars de 200 pieds, mais euh, il a fait du bon travail à la Coupe Lincoln-Gretzky dans cette facette du jeu-là. Euh, je pense que c'est évidemment la raison pourquoi moi je l'avais un peu plus bas sur ma liste, c'est que le coup de patin est encore à travailler à mes yeux. Je pense que ça va le rendre un petit peu plus vulnérable, entre guillemets, euh, comparativement à d'autres joueurs dans cette QV-là. Il faudrait absolument qu'il améliore un peu ça. Tu sais, c'est toujours un work in progress, c'est des jeunes joueurs de 17 ans, mais lui, c'est vraiment, ça serait important qu'il améliore ça pour vraiment avoir une place peut-être dans le top 10 à mes yeux. On poursuit avec Connor Bedard. Évidemment, qu'est-ce qu'on a de plus à dire de Connor Bedard? C'est simple, dans le fond, c'est un joueur générationnel qui peut faire une différence sur la glace à tout moment, dans toutes les situations. Puis partout où il est passé, que ce soit dans la WHL, sur le plan international, il s'est toujours élevé parmi les meilleurs joueurs. Puis même si c'était pratiquement toujours le plus jeune de ses équipes. Puis ça, ben, tu sais, veut pas. Oui, on parle de lui depuis que 15 ans. On parle de lui il y a 2 ans, depuis 2 ans que c'est le futur numéro un. Puis on a vu ça l'année passée avec un certain Shane Wright. Il y en a qui ont trouvé des façons de le rabaisser. On va voir ce qui va arriver avec Connor Bedard cette année, mais si on regarde sa feuille de route dernièrement, il a dominé au U18 en 2021. Il a été étincelant dans la première représentation du Mondial Junior. Il a marqué 4 buts. C'était jamais vu à 16 ans. Euh, Puis en plus de ça, il a encore une fois été bon au U18 en 2022, il y a quelques mois, alors que le Canada avait une équipe vraiment très ordinaire. Puis on l'a revu dans la reprise du Mondial Junior il y a quelques semaines. Encore une fois, le talent, tu le regardes jouer, c'est un joueur électrisant. C'est un joueur qui est hyper talentueux, qui fait les bonnes choses sur la patinoire, qui a besoin de prendre un peu de maturité, ça c'est normal, mais à toutes les fois qu'il est sur la glace, c'est dangereux. Il a marqué 50 buts l'année passée avec les Pats d'Origina. Donc, je pense que tu sais, Bedard, c'est un joueur qui est complet dans le sens que offensivement, il est dangereux. C'est pas le plus gros, mais il s'en laisse pas imposer. Il recule devant aucun défi. Puis c'est un gars de 5 pieds 9, 180 environ. Mais il faut pas oublier que il va continuer à grandir, il va continuer à prendre du poids cette année. Donc, euh, si, mettons, il arrivait dans la Ligue nationale avec un gabarit de genre 5 pieds 11, 195 livres, euh, ça ressemblerait beaucoup à un gabarit à la Crosby. Donc, tu sais, Crosby, il fait pas 6 pieds, mais c'est sa qualité physique, c'est son équilibre, c'est sa force physique, c'est sa façon de jouer aussi qui fait en sorte qu'il est, même s'il est 5 pieds 11, 200 livres ou 195 livres, il est jamais en retard, il est jamais bousculé.
Fait que si Bedard peut devenir un peu ce genre de joueur-là, côté gabarit, ça serait déjà un très gros plus pour lui parce que déjà à 5 pieds 9, 180 livres, il est très impliqué un peu partout sur la patinoire. Tir dévastateur, son patin est excellent. Il a des mains incroyables. Sa vision, son intelligence, c'est off the charts. Euh, moi, quand je regarde Bedard, c'est juste c'est un gamer. C'est un gars qui est compétitif, qui a une excellente éthique de travail. Euh, Puis à son âge, c'est tellement impressionnant ce qu'il accomplit. Depuis vraiment, depuis qu'il a 15 ans. Là. Puis j'ai hâte de voir vraiment cette saison comment il va se comporter. Puis si la pression d'être le premier, le favori pour le repêchage, va un peu lui jouer dans la tête. Je ne veux pas dire jouer dans la tête, mais en tout cas, qui va peut-être changer un petit peu son approche en début de saison. Parce que l'année passée, il y avait eu un lent début de saison quand même. Il y a des gens qui se questionnaient déjà, même s'il y avait seulement 16 ans, il s'en allait avoir 17 ans. Euh, donc, tu sais, des fois, les gens ils ont la gâchette facile, mais dans son cas, ça va être intéressant de voir à quel point il va exploser en début de saison, puis s'il va être capable de battre à connaître des saisons incroyables de 50, 60 buts, 120, 130 points. Bien hâte de voir ça. Connor Bedard, premier choix, probablement prochain repêchage. Je poursuis avec Zach Benson du Ice de Winnipeg. Zach Benson, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, malgré son gabarit qui est un peu plus petit, il est à 5 et 10, 150 livres, environ 155 livres. Euh, Je pense que les gens ils se sont rendus compte l'année passée à quel point il était dynamique, à quel point il était talentueux avec la rondelle. C'est pas nécessairement une fusée avec son patin. Puis c'est un peu ce qui, des fois, qui. C'est pas toujours facile à cause qu'il est un petit gabarit, puis il n'y a pas le patin, il n'y a pas la vitesse maximale pour vraiment le détacher des autres, mais il y a tellement du talent, il y a tellement du chien. Il est quand même rapide, là, donc tu sais, je ne veux pas non plus dire que c'est un mauvais patineur, mais il est assez rapide. Puis il est très créatif, capable de compléter des jeux. Euh, Tu sais, 63 points en 58 matchs cette saison, puis il arrive en série, puis moi, c'est ceux qui me connaissent savent à quel point que les séries, c'est important pour moi. Il ramasse 23 points en 15 matchs en séries éliminatoires. C'est le meilleur joueur peut-être du Ice euh, pendant les séries. Euh, Puis vraiment, il a toujours été à sa place depuis l'année passée. À un moment donné, il jouait pas avec Connor Geeky et Matthew Savoy, il jouait avec Savoy. Il y a eu des changements. Il est arrivé sur un autre trio avec McLennan. Bref, il y a eu des changements de trio. Puis à un moment donné, il a été jumelé à Geeky puis à Savoy. Puis encore une fois, ça a été un des trios les plus explosifs au Canada. Puis Benson, il était tellement bon avec ces deux-là. Il complétait les jeux, mais il créait des jeux aussi. Il a tellement du talent offensif. Il est tellement intelligent offensivement, capable de contrôler la rondelle, puis de créer des choses. C'est un gars qui est un peu, je ne veux pas dire comme Bedard, mais il est capable de créer des choses avec pas grand-chose. Fait qu'il est capable de prendre la rondelle, puis là, tu te dis, ouais, ben, le jeu est mort, puis finalement, non, il est pas mort. Benson, il trouve des façons d'amener la rondelle au filet ou de donner des occasions de marquer. Donc, vraiment, Zach Benson, c'est un joueur que j'adore. Je pense qu'il est déjà un peu populaire avec le TSLH Espoir. Euh, je sais que, ben, moi, je l'ai cinquième. Je sais que Seb Gagné l'adore aussi. Euh, Tu sais, je pense que Pascal puis Matt, ils ont aussi eu des bons mots pour eux, pour lui pendant la saison dernière. Fait, euh, hâte de voir sa progression, hâte de voir quel step il va prendre cette année. Euh, Avec Savoy qui va être là aussi, avec Geeky qui va être là. Donc, bien hâte de voir aussi si côté physique, il va être capable euh, d'ajouter un peu de muscle parce que c'est un compétiteur, il travaille fort, mais avec un petit peu plus de muscle, évidemment, il sera encore plus dangereux. Donc, Zach Benson, un autre joueur à surveiller pour le repêchage de 2023. Le prochain joueur, c'est Alex Chirnik. C'est un Slovaque.
Lui, il m'est tombé dans l'œil l'année passée. Il avait connu un très bon tournoi, la Coupe Linka Gretzky de 2021. Il avait connu un assez bon tournoi pour une équipe qui était très bonne, évidemment. Il y avait Juraj Slavkovski, il y avait Simon Nemeth, Dalibor Dvorsky qui était là. Puis Chernik qui était là, puis il a vraiment été bon. Puis ensuite de ça, ça m'a donné le goût de le suivre pendant la dernière saison. Puis il est allé jouer en Suède, dans la J20, la nationale. Puis il a été très bon dans les matchs que j'ai vus. J'ai trouvé qu'il était très dangereux offensivement. Il a vraiment de très bonnes habiletés offensives, très rapide. Euh, très, c'est un des joueurs, je pense, qui est capable de. Il y en a pas. Il y a beaucoup de bons joueurs en 2023, mais il n'y en a pas tant qui sont capables de vraiment passer un défenseur dans la laveuse, là, puis le jackstrap dans les estrades, là, les habiletés un contre un, les habiletés, les feintes en espace restreint. Il est vraiment très bon pour ça. J'ai eu l'occasion de le voir deux matchs dans l'Allsvenskan l'année passée, qui est comme un peu la Ligue américaine, si on veut, de la SHL. Puis il avait pas été menaçant, il n'avait pas amassé de points, mais tu voyais qu'il était quand même à un niveau plus élevé que d'autres jeunes juniors par rapport à, si on exclut évidemment les jeunes qui ont été repêchés l'année passée, là, dont les Kerimaki, euh, Oslund et Ögren et des joueurs comme ça. Je trouvais que Chernik était très bon pour le niveau J20, puis il était pas si mauvais que ça du côté de l'Allsvenskan. Donc, un joueur très intéressant à surveiller. Je pense que c'est un gars qui, en ce moment, on le voit peut-être comme un gars de 20, tu sais, top 20, top 15 peut-être. Il y en a peut-être qui le mettent plus bas que ça. Mais moi, je trouve que c'est un bon marqueur, c'est un bon passeur, bonne créativité avec la rondelle. À l'attaque, c'est ça. C'est un joueur qui est dynamique, qui est intelligent, qui est capable de rendre les autres joueurs avec lui meilleurs. Défensivement, c'est sûr que bon, c'est pas nécessairement un futur gagnant du trophée Selkie, mais il travaille bien, il se positionne bien. Moi, dans les matchs que j'ai vus, je trouvais qu'il était relativement impliqué dans sa zone, sans nécessairement bloquer des tirs, sans nécessairement donner des mises en échec, puis aller se battre le long des bandes. Je trouvais que juste son positionnement, sa façon de jouer en général était bonne. Donc, j'ai hâte de le voir cette année. Je pense qu'il va jouer dans l'Allsvenskan cette année en Suède. Euh, j'ai hâte de voir si il va avoir l'occasion de jouer pour la Slovaquie dans les différents tournois l'année prochaine. Puis ça va être un joueur, selon moi, qui pourrait monter dans les classements. Il est un peu méconnu en ce moment. Donc peut-être que si, mettons, vous ne l'avez pas en première ronde ou vous l'avez en fin de première ronde dans ce coin-là, c'est un potentiel joueur qui va peut-être monter au fil des mois. Donc, surveillez-le, Alex Chernik. Puis en plus de ça, ben c'est ça, c'est pas un mauvais joueur. C'est un joueur intéressant à surveiller. Donc, Chernik est un gars que je vais avoir à l'œil l'année prochaine. Le prochain joueur, c'est Andrew Crystal des Rockets de Kelowna, je vais le dire. Puis l'année passée, il n'y avait pas une très bonne équipe, les Rockets. Il y avait une équipe moyenne, là, si on veut. Puis Crystal, c'était un des meilleurs joueurs. Vraiment, 69 points à sa saison recrue. En fait, sa première vraie saison. Il avait disputé quelques matchs pendant la saison de pandémie en 2021. Mais oui, c'est ça, 69 points en 61 matchs, 28 buts. Euh, C'était vraiment un joueur lui aussi, c'est un joueur qui est créatif. C'est pas un joueur qui a un autre gros gabarit, mais il hésite pas à jouer au net, au filet, on va dire au net, mais oui, au filet. Euh, il est pas intimidé dans l'enclave. Il a pas peur d'aller prendre des rebonds. Il a pas peur d'aller se mettre le nez dans le trafic. Des fois, c'est ça, de faire dévier les rondelles, sauter sur des retours, récupérer des rondelles pour remettre ça à ses coéquipiers. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de talent puis beaucoup de créativité. Donc, ça fait en sorte que, c'est ça, même s'il est petit,
en fait plus petit, parce que c'est un gars d'environ 5 et 9, 170 livres, 165 livres. Euh, il se fait jamais quand même sortir de son match. Il est toujours capable de faire des choses avec la rondelle, de créer des choses avec la rondelle. Puis, on l'a vu à la Coupe Linka Gretzky. Il y a eu des bons moments. C'était pas toujours le joueur qui était le plus utilisé. Mais il y a eu des moments, puis je pense qu'il a bien accepté son rôle aussi. Il y avait des joueurs plus offensifs en avant de lui. Puis lui, il a joué son jeu. Des fois, un petit peu trop de. Il a gardé un peu la rondelle sur sa palette, un petit peu mangeux par moment. Euh, il voulait aller ramasser ses points. Ça, c'est normal. Quand tu es dans un club comme ça, puis que tu vois des gens ramasser beaucoup de points, tu veux contribuer. Euh, mais je pense qu'il a été, dans l'ensemble, je pense qu'il a connu quand même un bon tournoi. Euh, Puis il a été assez impliqué dans la zone offensive surtout. Euh, je pense qu'il est capable de marquer des buts, mais je pense pas nécessairement que ça va être son pain et son beurre. Je pense que c'est un gars qui doit faire en sorte euh, de prendre la rondelle puis d'amener la rondelle dans la zone offensive, alimenter ses coups de pied. Vraiment trouver les joueurs qui sont bien placés, remettre ça en arrière, créer euh, voir les lignes de passe et les utiliser. Donc, c'est ça. C'est un bon passeur, c'est un joueur qui est capable de bien contrôler la rondelle, de bien protéger la rondelle, entre guillemets, dans le sens qu'il la protège plus par son talent et non par son gabarit. Donc, c'est ça. S'il peut améliorer son coup de patin, c'est sûr que ça pourrait l'aider parce qu'encore une fois, un peu comme Benson, mais Benson, c'est un meilleur patineur. Étant donné que c'est un petit joueur, en théorie, tu dois être capable de te détacher un peu plus parce que c'est difficile arriver dans la Ligue nationale quand tu as des joueurs avec des gros gabarits qui patinent bien, des défenseurs surtout à 6 pieds 4, 6 pieds 5. Je pense disons, Owen Power, à Colton Parayko, Victor Hedman, des gars comme ça qui ont une bonne fluidité de patin. C'est difficile de traverser des joueurs comme ça quand tu es petit et tu as un patin ordinaire. C'est pour ça, en ce moment, je l'ai 25e sur ma liste. Je veux le voir améliorer ça. Je veux le voir connaître une autre grosse saison à l'attaque. Puis, évidemment, prendre du poids, évidemment, ou de la masse. C'est facile à dire de prendre du poids, mais bref, ajouter un peu de muscle, ajouter un peu de charpente à ça. Puis, je m'attends à ce qu'il y ait une autre bonne saison cette année avec les Rockets. Le prochain joueur, Nate Danielson, des Vikings de Brandon. Puis Danielson, c'est un joueur que je surveille depuis longtemps. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un des meilleurs two-way du repêchage. C'est un joueur tellement intelligent avec la rondelle, sans la rondelle, couvre bien son homme, prend bien action, prend bien les informations de ce qui se passe en défensive, lit bien les couvertures, lit bien les changements de couverture, est très efficace en désavantage numérique. Pour moi, c'est ça, c'est un joueur tellement complet. C'est dommage qu'on ne l'ait pas plus vu dans des tournois depuis dans les dernières années. Il n'a pas été au U17, il n'a pas été au U18, pas été à la Coupe Linka Gretzky non plus. Puis pourtant, il a eu une excellente saison l'année passée, 57 points en 53 matchs avec Brandon. Euh, c'est un joueur qui patine bien. Il a de bonnes mains, c'est pas nécessairement le plus flashy, si on veut, en guillemets. Mais il a quand même un gabarit qui est appréciable à 6 pieds 1, 180. Donc, il est quand même déjà, c'est sûr qu'il va devoir ajouter un peu de masse, mais la façon dont on le projette, surtout au centre, mettons, qui joue au centre dans la Ligue nationale, c'est déjà un gabarit très intéressant. Puis il est tellement intelligent, comme je dis, en fait, dans les trois zones dans les deux sens qui fait en sorte que ça a une plus-value pour moi. C'est pour ça que je l'ai dans le top 10 en ce moment. Euh, Excellent lancé. Moi, je trouve qu'il a un très bon lancé. Euh, c'est pas nécessairement un joueur qui va marquer des buts là, à la Austin Matthews, à des lancers violents, ou même on en a parlé l'année passée avec d'autres marqueurs à la Lekeri Maki, Kemel, même Wright. Mais je trouve qu'il a un bon lancer.
Puis je trouve que c'est un bon fabricant de jeu aussi. Donc, ça fait en sorte qu'il il est plus difficile à couvrir. Il est capable de bien jouer avec la rondelle près du filet. En arrière du filet aussi, on le voyait de temps en temps se positionner là, chercher des options, remettre ça à la pointe. Capable d'aller devant le filet aussi, donc il se fait bousculer, mais il reste là. Donc, je pense que c'est un joueur de centre euh, qui va bien se développer. Puis c'est un joueur qui va être intéressant à voir cette année parce que il y a un profil qui va probablement être alléchant pour les directeurs généraux. Donc, soyez pas surpris s'il monte peut-être plus haut, même que top 10, peut-être top 7, top 6, 7, 8 dans ce coin-là. Il y a un profil intéressant, un profil two-way, droitier en plus. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de qualité là, de ce côté-là en sa faveur. Donc, oui, c'est un joueur que je vais surveiller, Nate Danielson, un joueur que j'ai à l'œil depuis déjà plus d'un an. Donc, bien hâte de le voir cette année. On continue avec Dalibor Dvorsky, un autre Slovaque, puis tout un. Je pense que c'est vraiment tout un joueur de hockey, Dvorsky, parce que il a vraiment un profil complet lui aussi. Euh, un gros joueur de centre, 6 pieds 1, 190. Ça faisait déjà un an et demi qu'on entendait parler de lui. Quand il est arrivé à la Coupe Linka Gretzky l'année passée, il a été dominant. Rien de moins. Je pense qu'il a ramassé 12 points en 5 matchs. Il a vraiment aidé, il a marqué 8 buts même. Il a vraiment aidé la Slovaquie à se propulser au match de la médaille d'or. Euh, Cette année, on l'a vu en Allsvenskan aussi. Je l'ai regardé dans la nationale, la J20. Encore une fois, il a été très bon. J'ai regardé un match en série aussi avec AIK J20, puis il avait été efficace aussi. Je pense qu'il avait ramassé 2 points. Donc, c'est un joueur qui a vraiment il a vraiment de grandes habiletés de joueur de hockey. Euh, bon lancer, mais aussi excellente main, très bon avec la rondelle en général, pas peur de la garder sur sa palette, pas peur de faire des choses avec la rondelle, des fois même des choses un peu risquées que lui est capable de faire, que d'autres sont pas capables de faire parce qu'ils n'ont pas son niveau de talent. Bonne créativité, c'est ça, comme je disais, excellent lancer, puis il est très intelligent avec la rondelle. Ce qui fait en sorte, c'est sûr qu'il y en a qui justement l'ont propulsé un peu plus haut dans les classements euh, à cause de ça, à cause que c'est un joueur qui joue bien all around. C'est un joueur qui est capable d'être explosif à l'attaque tout en étant conscient de son jeu en défensive. On l'a remarqué un petit peu au championnat mondial des moins de 20 ans, la reprise en fait du championnat mondial. Euh, on l'a vu de temps en temps avoir quelques petits flashs ici et là. C'est pas un mauvais joueur de hockey, même s'il était plus jeune par rapport à ses adversaires. On sait que c'est un tournoi plus de 19 ans d'habitude. Puis lui, même s'il était plus jeune, euh, il était à sa place quand même. Donc, on voyait que c'était pas un joueur qui était vraiment intimidé par ce niveau-là. Puis, ben, pour aller jouer en Allsvenskan, quand même, c'est une ligue professionnelle, là, donc, faut quand même avoir une certaine prestance. Puis Dvorsky, là, euh, j'espère il va jouer cette année dans la Svenskan au complet. Ou peut-être un petit passage dans la nationale, mais je trouve que de son côté, euh, je ne sais pas à quel point la nationale est encore un bon fit pour lui, étant donné qu'on sait qu'il est déjà très bon par rapport à son groupe d'âge. Donc, j'aimerais le voir amener un petit peu plus haut. On l'a vu l'année passée avec plein de joueurs qui ont été repêchés. Slavkovski a joué en Finlande dans la Liga. Lekkerimäki, Ögren, ils ont eu des passages du côté de la SHL. Il y en a qui ont joué dans la KHL. Même, on a vu Yurov. Yurov, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais bref, Miroshnichenko, même, il jouait dans la Ligue américaine de la KHL, si on veut, la VHL. Donc, je pense que les bons joueurs, les joueurs de ce niveau-là doivent jouer avec un niveau un peu plus élevé pour vraiment voir à quel point ils sont capables
d'amener leur jeu à un autre niveau, surtout le côté offensif. La maturité, ils sont capables de prendre plus de maturité, ils sont capables d'améliorer leur jeu d'ensemble. Dvorsky, je pense que c'est un gars qui pourrait monter, pourrait facilement s'inscrire dans le top 4. Et il y en a même qui le mettent dans le top 2 en ce moment. Donc, on va voir ce que ça va donner dans son cas, mais un joueur assurément à surveiller, puis aussi à surveiller, pas juste pour, en général, dans le repêchage cette année, mais à surveiller où est-ce qu'il peut aller dans le classement. Est-ce qu'il peut aller dans le top 3, dans le top 2? Donc, à surveiller dans son cas du côté de Dvorsky. Je poursuis avec un autre joueur à haut profil, Adam Fantilli. Adam Fantilli qui a joué avec le Steel de Chicago lors des 2 dernières saisons. Il a gagné la Coupe Clark l'année, en fait, là, 2 ans avec Sean Farrell et Matthew Coronado et toute cette gang-là de joueurs. Ça avait été une je pense, des équipes les plus plaisantes de la USHL que j'ai vues au cours des 10 dernières années. C'est une équipe qui était tellement belle à regarder offensivement, mais qui avait aussi un beau groupe. Puis le fait d'entendre Mark Citron aussi, c'était pas mauvais. C'est tout un descripteur. Mais pour revenir à Fantilli, quand on le regarde, il y a le physique de l'emploi des gens en partant. C'est 6 pieds 2, 190, 195. Un gros joueur de centre. Euh, Ce qui est impressionnant de son côté, c'est que non seulement il est gros, il est imposant, il s'implique, c'est parce que ajouter à ça de la vitesse, ajouter à ça un talent, là, des mains extraordinaires, un talent offensif inné, tout en puissance, il garde la rondelle, il impose le rythme, il impose le respect, si on veut, avec la rondelle. Euh, Puis vraiment, là, c'est pas un gros joueur qui est un peu à la remorque. C'est un joueur qui prend la rondelle, prend action avec la rondelle, a un impact sur le jeu, a un impact dans son équipe, fait en sorte que les joueurs avec lui deviennent des meilleurs joueurs. Puis vraiment, là, l'année passée, 74 points dans la USHL. Il a terminé dans le top 10 des meilleurs marqueurs de la USHL. Ensuite de ça, il est allé jouer au U18. Il y a eu des moments où ça a été un peu plus compliqué de son côté dans ce tournoi-là. Euh, Puis c'est ça, il y a eu des difficultés par moment. Je me souviens, tu sais, je me souviendrai toujours de sa passe. Il a perdu la rondelle en prolongation contre la Finlande, puis Kemel l'a ramassé puis est allé marquer. Donc ça, tu sais, ça, c'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de prendre de la maturité dans son cas. C'est un gars qui avait été excellent en série il y a 2 ans. Donc, il y a pas de chicane de son côté. C'est un très bon joueur de hockey. C'est un joueur qui est dans la conversation pour le top 2, top 3 si on met Mishkov aussi. Donc, c'est un gars qui est en possession de rondelles est dangereux, est capable d'aller n'importe où sur la patinoire. Puis, tu sais, même devant le filet, le long des bandes, peu importe, euh, il est rapide en contre-attaque, il est rapide pour se replier. Euh, c'est vraiment un joueur intéressant. Puis, tu sais, on a déjà eu des discussions avec ça, avec la gang du TSLH il y a quelques mois. On parlait de Mishkov et de lui. Puis est-ce qu'une équipe, peut-être qui a raté des séries à cause des blessures, ou tu sais, on pense aux Golden Knights, disons, qui ont raté des séries, peut-être qu'ils gagnent la loterie, se ramassent au 2e rang. Est-ce que tu préfères tout de suite ajouter un gars comme Fantilli plutôt que d'attendre à un gars peut-être un peu plus flashy comme Mishkov? Ben, assurément qu'il y a des équipes qui vont le regarder, Fantilli, puis qui vont dire c'est un profil tellement intéressant. Puis je ne serais pas surpris que l'année prochaine, à Michigan, il soit encore une fois un des meilleurs joueurs de l'équipe parce que c'est ça qu'il fait, Adam Fantilli. Il arrive dans une équipe, puis il est dangereux à l'attaque, puis il est intelligent défensivement.
Donc, j'ai bien hâte de le voir cette année. Puis j'ai hâte de voir aussi s'il va être capable de maintenir un niveau de jeu élevé pendant toute la saison pour faire en sorte de rester dans ce top-là, dans ce top 2, dans ce top 3, alors qu'il y en a peut-être d'autres qui vont pousser, dont Dvorsky, dont on vient de parler, ou Mishkov, évidemment, qui est encore là. Donc, ouais, Adam Fantilli, tout un profil, un des profils les plus intéressants de ce repêchage-là, avec, bien sûr, Dvorsky qui sont à peu près qui ont à peu près le même gabarit tous les deux. Je poursuis avec un de mes petits favoris de la JMQ, Étienne Gauthier. Puis Gauthier, je pense que l'année passée, puis j'en ai parlé, je pense que j'en ai parlé dans ma vidéo de la Coupe Linka Gretzky. Euh, c'est un joueur qui était intéressant à regarder l'année passée parce que oui, c'était le premier choix au total du repêchage de la JMQ. Puis le Phoenix, c'était une équipe qui visait loin quand même cette année avec le duo notamment de Joshua Roy et Xavier Parent. Puis Gauthier, il s'est bien inséré dans ça. Il a joué, surtout, moi j'ai aimé sa fin de saison, puis je vais le répéter encore parce que je sais que j'en ai parlé dans la vidéo de la Coupe Linka Gretzky. J'ai trouvé qu'en fin de saison, puis même en série, il était vraiment à son aise. C'est un joueur qui est énergique, c'est un joueur qui est travaillant. Mais il y a du talent aussi alentour de ça. Il y a de la viande avec ça. C'est pas juste un gars qui va nord-sud puis il essaie de faire de l'échec avant, il essaie d'aller créer du chaos. Puis non, il est capable de contrôler la rondelle, il est capable de finir des jeux, il est capable d'alimenter ses coéquipiers aussi. Euh, je pense que la fin de saison qu'on a vue, plus les séries, ça s'est bien transposé ensuite de ça à la Coupe Linka Gretzky. Puis on a vraiment vu à quel point Gauthier pouvait être un joueur d'impact. Puis oui, tu sais, ça aurait été facile de diminuer un peu sa production parce qu'il jouait avec Braden Yeager puis Zach Benson qui sont moi je les ai dans mon top 5, ils vont probablement sortir dans le top 10 à la fin de l'année. Ça aurait été facile de diminuer son apport à Gauthier parce qu'il y avait ces deux joueurs-là avec lui. Mais au contraire, je pense que la façon dont il s'impliquait offensivement, la façon dont il faisait attention aux détails, euh, la façon aussi où il se positionnait à l'attaque, puis il créait de l'espace, puis il allait récupérer des rondelles. Euh, il a facilité le travail aussi de Zach Benson puis de Braden Yeager. Fait que ça a fait en sorte que ce trio-là avait tellement une belle chimie parce que tout le monde comprenait son rôle. Puis Gauthier, ben, il est devenu un peu le finisher de ce trio-là, mais il était capable aussi de créer des choses à l'attaque, même si c'est ça, même si peut-être la rondelle était plus souvent sur la palette de gars comme Benson et Yeager. Puis vraiment, je pense que Gauthier, je sais pas s'il va jouer au centre dans la Ligue nationale, ou en fait plus tard si sa projection est au centre, mais je sais qu'à l'aile, c'est un joueur qui va pouvoir jouer n'importe où dans ta formation, dans n'importe quelle situation, avec n'importe quel type de joueur. Puis ça, pour un jeune de cet âge-là, déjà, c'est très intéressant, c'est très encourageant. Puis j'ai hâte de le voir avec le Phoenix cette année parce que là, il va avoir un rôle peut-être un petit peu plus élevé euh, avec les départs de Xavier Parent. Puis c'est ça, j'ai hâte de voir à quel point il va prendre cette step offensive-là parce qu'on sait qu'il est capable de le faire. Puis il est quand même, c'est un bon patineur aussi. Puis c'est ça. Il joue encore une fois, je vais le répéter, un style un peu papier sablé. Puis ben là, je ne sais pas si vous me connaissez, mais en tout cas, ceux qui ne me connaissent pas, je vais le répéter. Quand tu joues papier sablé, quand tu joues rugueux, déjà, tu as une petite coche d'avance dans mon livre à moi. Donc, Étienne Gauthier, j'ai hâte de voir cette année où est-ce qu'il va aller dans mon classement. Dans mon classement préliminaire, au début, je l'avais pas dans mon top 32, je l'avais tout juste hors de mon top 32. Puis, avec le tournoi de la Coupe Linka Gretzky, j'ai pas refait une liste là, depuis ce temps-là, mais c'est un joueur que là, je voyais par rapport à d'autres joueurs que j'avais classés que oui, on va le mettre plus haut. Donc, il s'approchait de mon top 20, proche du top 25, top 20.
Donc, Étienne Gauthier, j'ai hâte de le voir cette année. J'ai hâte de voir dans la JMQ à quel point il va être, ça va être un des meilleurs espoirs de la JMQ. Puis à quel point il va être capable aussi d'amener son côté offensif qu'on a vu notamment à la Coupe Lincoln Gretzky. Je poursuis avec Connor Levis. C'est peut-être pas un joueur qui est très connu de la plupart. Mais si vous avez regardé les Blazers de Kamloops l'année passée, à Kamloops, il y avait plusieurs bons jeunes qui étaient pour le repêchage de 2022. Mais Levis, moi, il a retenu mon attention pour 2023. Déjà, bon, tu sais, il y a un gros gabarit, c'est un late, mais il y a un gros gabarit déjà. Il est genre 6 pieds 2, 195. Puis, ben, il n'a pas peur de l'utiliser. C'est le long des bandes, en protection de rondelles, devant le filet. Euh, il donne quelques mises en échec. Il n'a pas peur de s'impliquer en attaque, puis dans la zone neutre aussi, avec son bâton, puis essayer de soutirer les rondelles à des adversaires. Je pense que c'est ce que j'ai noté, c'était son coup de patin qui était un petit peu moyen, mais tranquillement, quand je regardais, j'ai regardé quelques joueurs des Blazers l'année passée, puis tranquillement, je remarquais que Levis il était capable de suivre un peu plus le coup de patin. Donc, tu sais, il y a encore du travail à faire, mais euh, il y a, je pense qu'il y a eu une amélioration de ce côté-là. Puis, ses foulées un peu sont comme un peu, on dirait qu'il patine dans des sables mouvants, mais c'est parce que ses foulées sont longues. Ça lui prend un peu de temps à prendre la vitesse, mais il est quand même capable d'y aller. Il a quand même une certaine vitesse d'un coup que c'est lancé. Il me faisait penser un peu à ce qu'on a vu l'année passée de Connor Geeky. C'est que c'est pas un gars qui, qui est nécessairement rapide à partir, mais d'un coup qu'il est lancé, il a une bonne vitesse quand même. Puis il est dur à attraper. Donc, pour venir à Levis, c'est pas nécessairement non plus un gars avec c'est pas un marqueur naturel, c'est pas un gars qui a un tir hyper violent, euh, qui va soit la placer dans les trous ou soit créer des retours dangereux, difficiles à contrôler pour les gardiens. Mais il y a un flair offensif pour le filet, pour l'enclave, qui lui permet de finir des jeux. Donc, euh, juste en créant un peu de chaos, des petits give and go, des petits juste de bien utiliser les joueurs qui sont peut-être un peu mieux, un peu plus talentueux que lui, ou en tout cas plus habiles comme fabricant de jeu. Ça permet à Levis de se démarquer puis de compléter les jeux. C'est pas nécessairement un grand fabricant de jeu non plus. Je ne le catégoriserais pas dans les grands playmakers de la QV, mais il crée des choses quand même avec la rondelle. Puis justement, c'est surtout cette capacité-là à utiliser ses coéquipiers qui fait en sorte que il est capable de créer des choses avec la rondelle, puis il est capable de les alimenter pour que la progression, là, il y ait une progression dans l'attaque. Donc, Connor Levis, pour moi, c'est ça. C'est un projet qui semble intéressant à développer, surtout avec ce gabarit-là. Puis, cette saison, c'est vraiment juste de se concentrer sur ses habiletés techniques puis son coup de patin. Puis, on ne sait pas où est-ce qu'il peut aller dans les classements. Moi, je l'ai 26e en ce moment. Puis, tu sais, peut-être qu'il va descendre un peu, peut-être qu'il va monter un peu. Mais ça reste un joueur qui est intéressant à regarder côté gabarit. Puis, s'il peut mettre un petit peu plus de petite boucle là, avec une belle petite carte de souhait alentour de ça, peut-être que ça serait un joueur qui pourrait percer le top 20. Je poursuis avec Matvei Mishkov. Évidemment, Matvei Mishkov, lui aussi, ça fait 2 ans qu'on en parle. À quel point il est talentueux, à quel point il fait des choses spectaculaires avec la rondelle. On l'a vu faire quelques petits Michigan. Enfin, il en a fait un Michigan contre, je me souviens pas si c'était la Biélorussie au U18 de 2021 quand la Russie s'est rendue en finale. Juste partout où il va, Matvei Mishkov, c'est un joueur qui est dangereux. Puis c'est surprenant parce que c'est pas nécessairement un gros gabarit. C'est pas un joueur que tu dis
il a la rondelle sur sa palette, il est dangereux parce que il va, il va te foncer, il va t'attaquer nord-sud, ça va être un bully un peu. Mishkov, c'est plus un style Patrick Kane. C'est un gars euh, qui est hyper dangereux avec la rondelle, qui est capable de déjouer facilement, qui est capable de juste utiliser sa vitesse pour te contrôler, de faire des manœuvres, se passer la rondelle entre les patins, des feintes, ramener la rondelle, utiliser le fameux triangle, là, si on veut, des défenseurs entre le patin et le bâton, lorsqu'il est le bâton est positionné pour faire un poke check là, en bon français. Lui est capable d'utiliser ça. Comme je disais, il y a un excellent lancé. C'est un gars qui non seulement est hyper créatif, mais quand il n'y a pas la rondelle, il demande l'attention. Tu dois absolument le couvrir, tu dois absolument faire en sorte que tu ne l'échappes pas. Parce que d'un coup qu'il y a la rondelle, là, c'est terminé. C'est soit que ça va finir dans le fond du filet ou soit qu'il va avoir une bonne occasion de marquer parce qu'il va prendre un bon tir ou parce que tout simplement il va être capable de repérer ses coéquipiers. Il pense la game très rapidement. Puis, il accompagne ça d'un niveau de talent hyper élevé, ce qui fait en sorte que, à toutes les fois qu'il est sur la glace, il se passe quelque chose. Puis, je sais que l'année passée, il y en a qui aimaient beaucoup Logan Cooley à cause de ça. C'est un gars qui était sur la glace, puis il y avait des choses qui se passaient. Puis, c'était box office. Tu le regardais, puis tu savais qu'il allait avoir quelque chose de spectaculaire qui allait se passer. Des fois, c'est pas toujours à l'avantage de Cooley. Puis c'est un peu la même chose avec Mishkov. Des fois, on aimerait des fois qu'il soit un petit peu plus professionnel, entre guillemets, dans le sens que c'est bien d'utiliser son talent, c'est bien d'utiliser ses mains dans les espaces restreints ou lorsqu'il y a de la place, mais vraiment, des fois, utiliser son jeu, son intelligence de façon plus professionnelle. Donc, bien utiliser ses coéquipiers, un petit peu moins de dentelle, moins de risques. Mais dans l'ensemble, Mishkov, c'est ça. C'est un gars quand même qui est pas, c'est pas nécessairement un gars on s'arrache les cheveux en le regardant parce qu'il fait beaucoup d'erreurs. Non, c'est ça. C'est un gars euh, qui est très dominant. On l'a vu dans la MHL. C'est un gars qui avait absolument aucune affaire là. Il était au-dessus de presque tout le monde dans cette ligue-là, sinon tout le monde. Puis dans la KHL, on a regardé moi, j'ai regardé un ou deux matchs de Saint-Pétersbourg. Puis Mishkov selon moi, il était à sa place dans ce niveau-là. Donc, j'espère qu'on va le voir dans la KHL cette année. J'espère qu'il va être utilisé. J'espère qu'on va lui donner l'occasion de se faire valoir parce que partout où il est allé, lui aussi, quand il est allé à la Coupe Linka Gretzky l'année passée, en 2021, il avait été dégueulasse dans le bon temps, dans le bon terme. Il avait fallu qu'il prenne une douche quelques fois pour enlever toute cette saleté-là parce que c'était tellement des beaux jeux qu'il faisait. Puis on l'a vu au U18 aussi, ça a été tout simplement spectaculaire la façon dont il a joué. Puis je ne rentrerai pas dans la politique, mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas revu cette année euh, au championnat mondial de hockey junior parce que il avait fait une bonne impression aussi lors de la première représentation du tournoi. Il avait marqué 3 buts en 2 matchs, dont un, là, je me souviens, ça avait été un laser dans le haut du filet. Euh, donc, oui, Mishkov, à surveiller. Est-ce que le gabarit, le fait que c'est un ailier, est-ce que le fait qu'il y ait un contrat jusqu'en 2025-2026, ça va faire en sorte que ça va en refroidir quelques-uns? Euh, je ne sais pas si ça va être le cas, mais en tout cas, côté talent, je pense qu'il y a juste Bédard qui s'approche de lui côté talent. Donc, pour moi, c'est encore mon numéro 2 dans ma liste. Mais là, puis en plus de ça, il s'est blessé, il va peut-être rater quelques semaines d'activité. Donc, j'ai hâte de voir sa progression cette année, jusqu'où il va pouvoir amener son talent. Puis si lui aussi va être capable de suivre le tempo d'un joueur top 3 parce que c'est des gars dont la pression est forte depuis longtemps. Ça fait 1 an et demi, 2 ans dont on parle d'eux. Donc, j'ai hâte de voir s'ils vont être capables de suivre
ce niveau de jeu-là, alors que les yeux sont rivés sur eux vraiment complètement. Puis alors qu'il va y avoir beaucoup de recruteurs qui vont assister à leur match puis au tournoi dans lesquels ils vont participer. Là, je passe maintenant à Charlie Stramel. Stramel, c'est aussi un joueur du programme. Euh, Puis lui, malheureusement, il s'est blessé en début d'année, l'année passée. Puis en fait, en début de saison. Puis ça a pris du temps avant qu'il revienne au jeu. Puis il n'y a pas eu il a pas eu toute la saison que je voulais le voir parce que il était blessé. Puis mais un gars, ça fait longtemps que j'en parle. Vous pouvez le demander à Matt Paradis, à Pascal Lapointe. Là. J'en ai parlé sur Stramel longtemps, j'en ai parlé sur Twitter aussi. 6 pieds 3, 216 livres. Un gars power forward qui patine quand même bien, qui est très bon avec la rondelle, capable de marquer des buts, évidemment, mais capable aussi de passer la rondelle, d'alimenter ses coéquipiers, de bien utiliser ses coéquipiers. Encore une fois, c'est toujours ça, c'est que tu es capable de. C'est bien que tu sois capable de faire quelque chose avec la rondelle, c'est bien que tu sois capable de passer à tes coéquipiers, mais c'est bien des fois de les utiliser. C'est de les placer dans une position où est-ce que eux, ils peuvent te redonner la rondelle ou ils peuvent le donner à un coéquipier sans nécessairement qu'il y ait une pression sur eux immédiate ou sans nécessairement qu'ils soient obligés de casser leur vitesse ou leur élan ou peu importe. Donc, Charlie Stramel est capable de faire ça. Il est capable de passer la rondelle, il est capable d'alimenter, il est capable de placer les rondelles pour qu'il y ait des tirs dangereux, pour qu'il y ait des buts. Mais c'est un marqueur. C'est un gars qui a un excellent lancer. En fait, je vais dire un très bon lancer parce que il y a un tir pesant, il y a un tir à 6 pieds 3, 216, comme je viens de dire. Euh, c'est sûr que quand tu mets le poids là-dessus, ça rentre. Ça me fait penser un peu à Meg Rorty l'année passée, pas au même niveau, mais Meg Rorty, c'est un joueur pesant, il avait un excellent lancer. Trammell est capable de faire ça. Euh, je pense qu'au niveau physique aussi, il est capable de s'impliquer physiquement. Ça lui a pas dérangé du tout de donner de bonnes mises en échec. Ça lui a pas dérangé d'aller euh, devant le filet, sur la bande, puis complète ses mises en échec. Il est vraiment, il punit les défenseurs, il punit les joueurs qui ont la rondelle. Euh, donc ça, c'est intéressant. Puis il est intelligent en défensive. C'est ça qui est intéressant dans son cas, c'est que déjà à son jeune âge, évidemment, c'est un late, mais même l'année passée, quand il y a eu des petites présences aussi avec le programme, on voyait qu'il y avait quelque chose à travailler dans son cas. Puis c'était pas juste une question d'être un power forward typique qui va aller juste dévier les rondelles, prendre des retours, bousculer l'adversaire, puis créer du trafic devant le filet. Non, c'était un gars aussi qui était capable de, de se replier, d'être capable de suivre ses adversaires, enfin, en couverture, de bien lire le jeu en général. Puis ça le rend attrayant. Il n'y a pas un mauvais coup de patin non plus pour son gabarit. Donc ça, c'est ça. C'est l'intelligence qui fait en sorte que c'est un gars qui, cette année, pourrait débloquer avec l'Université du Wisconsin. Puis on l'a vu au U18, il y a eu quelques bons moments lui aussi. On l'a vu un match au championnat mondial de hockey junior il y a quelques semaines. Il a réussi, il y a eu un bon match dans l'ensemble. En fait, il a joué contre l'Autriche, donc il a ramassé un point. Ça a été un match un peu facile, peut-être pour les États-Unis en général. Mais il était là, il a fait sa job. Puis j'ai bien hâte de le voir cette année avec le Wisconsin parce qu'encore une fois, c'est un gars qui a vraiment qui a vraiment toutes les capacités pour devenir un joueur un top 10, un choix de top 10, puis un joueur qui, au prochain niveau, va avoir son utilité. Euh, je pense que Nathan Gaucher, l'année passée, c'était un joueur comme ça. C'est un joueur qui faisait euh, un peu tout sur la patinoire, mais Stramel, je pense que il est un petit peu plus que ça. Un petit peu plus de talent, un petit peu meilleur lancé, un petit peu plus impliqué à l'attaque. Donc, on va voir ce que ça va donner dans son cas, mais tu sais, c'est pas nécessairement
une comparaison joueur pour joueur avec Gaucher, mais dans la mentalité, dans le gabarit, dans la façon de jouer, on s'y approche un petit peu. Mon avant-dernier joueur, et évidemment, c'est mon boy Braden Yeager, le Jägermeister, comme je l'appelle. Euh, un joueur, euh, un joueur qui m'est tombé dans l'œil depuis l'année, en fait, l'année de COVID, donc on parle de 18 mois là, déjà, quand ils sont revenus au jeu au mois de mars, au mois de février 2021. Braden Yeager, ça a été tout simplement un joueur tellement talentueux, tellement dangereux à l'attaque. Euh, c'est un gars l'année passée qui bon, les Warriors, il y avait quelques joueurs, il y avait Furcus, dont on a déjà parlé, Matt et Chuck qui étaient là aussi pour l'année passée. Mais Yeager, c'était un des triggermen du trio en avantage numérique. C'était le gars avec Furcus qui recevait la rondelle puis qui dégainait. C'est un marqueur. C'est un marqueur naturel. 34 buts l'année passée en 63 matchs. C'est un gars qui, je pense qu'il aime beaucoup avoir la rondelle sur sa palette. Euh, il aime ça, créer des choses avec la rondelle. Mais c'est un gars que s'il y a une occasion de tirer, tu sais, pensez-y pas deux fois, il va décocher un lancer au filet. Puis on l'a vu justement à la Coupe Linka Gretzky cet été. Il y a eu de très bons lancers qui ont mené à des buts. Il déguisait un peu son lancer. Hein, le petit toe drag, il ramène ça près des jambières des défenseurs, utilise les écrans devant le gardien. Il y a eu quelques bons lancers là, que les gardiens ont juste pas été capables de stopper parce qu'il y avait trop de vélocité puis à cause qu'il y avait l'écran devant eux. 5 buts, 9 points pour le Canada à la Coupe Linka Gretzky. Il a joué avec Benson et Gauthier, dont on a parlé un peu plus tôt. Puis vraiment, c'est un joueur qui est capable d'alimenter ses coéquipiers, son style, son dynamisme, son style avec la rondelle, de faire des feintes, de créer des passes, en fait, créer des jeux, donner des passes à ses coéquipiers pour les placer aussi dans des positions favorables. Je pense que c'est ça, tu sais, un gars comme Gauthier en a bénéficié un peu à la Coupe Linka Gretzky aussi. Euh, je pense que c'est un joueur qui accompagne ça d'un bon coup de patin. Euh, Puis ben, qu'on parlait de son lancer, évidemment, un excellent lancer. Il n'est pas mauvais en défensive non plus. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est que oui, c'est un joueur qui finit les jeux grâce à des tirs, surtout en avantage numérique, des tirs sur réception violents. Mais en défensive, il n'est pas manchot non plus. Il est capable de suivre son homme, capable de lire les couvertures, capable d'être un peu plus agressif, utiliser son bâton, utiliser son corps par moment parce que il est quand même pas, c'est pas un hyper gros joueur, là. Il est 6 pieds 165 environ, mais il est quand même capable de s'imposer un peu en protection de rondelle. Donc pour moi, tu sais, Braden Yeager, c'est ça. C'est un gars qui a du talent euh, offensif, qui est capable de jouer défensivement, mais évidemment va falloir vraiment que ce soit lui le finisher euh, de son équipe cette année avec Matt Chuck, justement, avec Furcus. C'est lui qui va être un des fers de lance de cette attaque-là. Puis, je pense que si je m'attends encore à une saison à l'attaque très impressionnante, plus de 40 buts, moi je m'attends peut-être à du 80, 85, 90 points. Donc, c'est sûr que ça va être difficile de le tasser du top 5 ou en tout cas de le tasser du top 10 si vous l'avez jusqu'en bas du top 5. C'est le top 10, je pense que ça va être le maximum. Moi, il est quatrième en ce moment. Je pense que c'est le meilleur joueur des trois autres, donc à la part des trois autres. Donc, Bédard, Mishkov, Fantilli, je pense que Yeager, c'est le meilleur joueur de tous les autres qui suivent. En tout cas, pour l'instant. Donc, ça va être intéressant de le voir cette année avec Moose Jaw.
Ah, puis je termine la vidéo avec Cohen Zimmer. C'est un attaquant de 6 pieds, presque 200 livres des Cougars de Prince George. Prince George qui avait une équipe assez ordinaire l'année passée. Mais Zimmer, ça a été un des rayons de soleil, là, si on veut, de cette équipe-là, avec Riley Height. Euh, un gars de ce gabarit-là, qui est capable de jouer physiquement, qui est capable de marquer des buts, qui est capable de suivre le tempo. C'est sûr, encore une fois, que ça rentre dans mes cordes. Il joue un style rugueux, il joue un style papier sablé, je vais le répéter. Euh, Puis, il accompagne ça il fonce au filet, il est très nord-sud, fonce au filet, complète, prêt à compléter les jeux, il baisse la tête, la palette est sur la glace. Euh, c'est un marqueur de but. Je pense qu'il y a une capacité à marquer des buts euh, qui va faire en sorte que, à ce gabarit-là, c'est sûr et certain, encore une fois, qu'il y a des directeurs généraux qui vont avoir un œil important là-dessus parce que quand tu es capable de marquer cette année, peut-être l'année passée, il a fait 30 buts, cette année, il va peut-être en marquer 40 lui aussi, comme Jaeger, euh, à 6 pieds, puis 200 livres. Puis là, il va continuer peut-être à prendre du poids, à peut-être grandir d'un pouce ou deux. Euh, Ça devient tannant. Ça devient tannant. Tu as un gars comme ça dans ton équipe qui vient déranger, qui vient. On aime ça dire ça, mais il aime créer du chaos devant le filet, dans la zone offensive. Tu sais, Zimmer, c'est ça. C'est plus un finisseur. Je pense que c'est plus un finisher qu'un gars qui va alimenter ses coéquipiers. Mais encore une fois, quand il a la rondelle sur sa palette, puis que des fois, il est peut-être pas en position de tirer, il est capable de rejoindre ses coéquipiers. Il est capable de faire en sorte que ce soit ses coéquipiers qui marquent des buts ou en faire au moins qu'il y ait des occasions de marquer de qualité. Puis je pense que dans son cas, encore une fois, les joueurs avec des gros gabarits comme ça, qui sont jeunes, qui ont 16-17 ans, des fois, c'est un peu plus compliqué côté patin. Moi, je trouve qu'il patine bien, Zimmer. Je trouve qu'il y a quelque chose à améliorer de ce côté-là, mais il est pas lent. C'est pas un gars qui est en retard sur les autres. Donc, tu sais, de l'amélioration puis des choses à travailler, ça, c'est bien correct, c'est normal. Il y a 17 ans, c'est des joueurs de 16, ben, en fait, de 17 ans ou qui vont avoir 18 ans pendant la saison. Donc, tu sais, comme je le dis tout le temps, ils ont tous des choses à améliorer, c'est tous des work in progress. Mais du côté de Zimmer, c'est un gars qui est tenace, c'est un gars il est tannant, c'est un gars qui est impliqué un peu partout. Des fois, je veux pas dire qu'il est tête folle, des fois, mais il est, tu sais, puis non, je veux pas dire en fait qu'il est full pas de tête, mais des fois, il est impliqué un peu partout, en défensive aussi. Peut-être que ça aussi, ça va être à améliorer dans le sens qu'on aime cette intensité-là, on aime ce jeu-là un peu partout, mais euh, juste faire attention pour pas trop euh, se sortir du jeu. Puis je pense que Paul Ludwinski l'année passée, c'était un peu ça. Dans le sens qu'il était tellement impliqué un peu partout que des fois, il était partout, mais il fallait que des fois qu'il soit à certaines places, puis il était pas là. Mais tu peux avoir des gars comme ça quand même dans ton équipe, des gars énergiques, des gars qui sont capables d'allumer un feu, de créer une étincelle. Je pense que Cone Zimmer, c'est ça. Euh, Puis j'ai hâte de le voir cette année, encore une fois, avec les Cougars. Est-ce que lui et Riley Height vont encore une fois transporter cette attaque-là? Riley Height, c'est un autre joueur qu'on aurait pu même mettre dans cette liste-là des 15. Lui aussi à surveiller. Donc, j'ai hâte de voir ce duo-là, s'ils vont être capables de vraiment transporter les Cougars parce que c'est pas une équipe c'est pas une équipe qui a créé fait beaucoup de flamèches là, au cours des dernières années, Prince George. Ouais, donc c'est ce qui complète la vidéo sur les 15 joueurs à surveiller pour ma part, en tout cas, pour le repêchage de 2023. Évidemment, encore une fois, il y en aurait eu plein d'autres à ajouter. Al Tounen, Daniel Booth,
Riley Heidt, dont je viens de parler. Il y en a plein. Léo Carlson, Otto Stenberg. Bref, je les nommerai pas tous. Mais c'est pas un top 15. C'est 15 joueurs que moi, je vais avoir à l'œil. Puis je m'attends à ce que ça soit un repêchage, très gros repêchage cette année. Euh, Moi, je suis pas du genre à aborder les repêchages en disant bon, ben, tu sais, c'est une cuvée faible ou c'est une cuvée tu sais, qui sera pas intéressante à regarder. Moi, je regarde les joueurs, je leur cherche des qualités, j'essaie de les classer du meilleur que de mes connaissances, selon ce que moi je vois, selon l'impact qu'ils peuvent amener à une équipe. Puis cette année, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de joueurs qui réussissent à justement tirer leur épingle du jeu. Puis c'est plus vers les deuxième, troisième rondes, quatrième rondes que j'ai hâte de voir à quel point ça va pouvoir se matérialiser de ce côté-là. Parce que je pense qu'en première ronde, il y a de très bons joueurs, puis jusqu'à assez bas dans la première ronde. De mon côté, ben c'est ça. Comme je disais, c'est la première vidéo officielle, si on veut, de scouting pour 2023. Euh, je vais recommencer tranquillement avec des observations en temps réel. Les saisons tranquillement vont se mettre en marche aussi. Donc, peut-être mi-septembre, ben, en fait, plus fin septembre, ça va être à ce moment-là que je vais repartir. Évidemment, on va ratisser l'âge cette année encore une fois. Les gros noms, des joueurs peut-être qui montent tranquillement ou qui retiennent un peu l'attention depuis le début. On va les surveiller. Encore une fois, même format, 3 matchs environ, puis on va regarder qu'est-ce que ça peut donner. Puis de mon côté, ben, c'est ça, j'ai eu de la misère un peu à créer des vidéos dernièrement, puis à être impliqué côté scouting, parce que, et puis même côté hockey en général, parce que j'ai eu un changement un peu impromptu au travail. Je suis maintenant journaliste à la couverture du CF Montréal. On m'a demandé de couvrir l'Omnium National pratiquement de bout en bout à la mi-août. Donc, ça a pris beaucoup de mon temps. J'ai presque pas regardé le championnat mondial de hockey junior au moment même. Je l'ai regardé par la suite. Puis je suis dans les préparatifs de mariage aussi. Je me suis marié le 3 septembre. Donc, il y avait ça aussi qui était intense, qui prenait beaucoup de temps. Donc là, ben c'est ça. Ça va repartir tranquillement la machine. La chaîne, évidemment, je continue avec la chaîne. Je vais continuer de créer du contenu pour vous pour le repêchage. Euh, les North Stars, ça va revenir aussi. Il y a eu une pause. Moi, j'ai manqué beaucoup de matchs aussi, donc il n'y a pas eu beaucoup de vidéos là-dessus. Je sais de toute façon que vous les attendez pas. Je n'attendais pas avec la sonnerie, là, puis oui, une vidéo des North Stars qui est sortie, mais nous, c'est super plaisant pour nous. Fait que je vais recommencer ça. On s'apprête à finir notre saison bientôt. Il va y avoir les séries dans moins d'un mois. Puis on repart une autre saison ensuite de ça à la fin octobre jusqu'au mois d'avril. Donc, j'ai hâte de voir de notre côté aussi qu'est-ce que ça va donner. Donc, ben, c'est ça. C'est un peu les nouvelles qu'on a en ce moment pour la chaîne. Merci d'être là. On a passé le cap des 400 abonnés. Merci de commenter, de partager, en fait, de me suivre en général. Donc, merci beaucoup. Puis, on se dit à la prochaine.